C'est une personne qui peut traverser en marchant sur les eaux à la condition que sous ses pieds, il y a une chaloupe ou un pont, mais ou qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau, évidemment. C'est une personne qui, donc, va s'amuser, va prendre plaisir à vivre, et va même prendre encore plus plaisir à vivre que l'homme, parce que ayant un contact avec l'intelligence instantanée, c'est-à-dire ayant un contact avec la réalité pure, avec l'instantanéité, il ne peut pas avoir peur. Donc, il n'aura pas peur de la mort, il n'aura pas peur de perdre ce qu'il a, il n'aura pas peur de ne pas avoir ce qui serait utile qu'il aille, il n'a pas d'angoisse, n'ayant pas peur. Il ne peut pas être inquiet, n'ayant pas peur. Hein? Tu es inquiet parce que tu as peur de perdre quelqu'un. Tu es inquiet parce que tu as peur de perdre ton emploi. Tu as peur. Il n'est pas inquiet parce qu'il aime. Il n'a pas peur d'aimer. Il ne souffre pas d'aimer. Bref, s'il ne peut pas faire autrement que d'avoir plus de plaisir à vivre que la majorité des humains, ce qu'on peut appeler l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien et les personnes transitives, pour la simple raison qu'il voit plus clair et il voit les choses comme elles sont. Souvent, l'homme ancien ne veut pas voir les choses comme elles sont. Il a peur de voir les choses comme elles sont parce que s'il les voit comme elles sont, possiblement qu'elles ne seront pas comme il aimerait qu'elles soient. Et il préférera vivre avec ce qu'il croit que les choses sont plutôt qu'avec ce qu'elles sont. Mais l'homme ancien a plutôt l'impression que s'il voit les choses telles qu'elles sont, finalement, ça lui fait tellement peur de voir la réalité qu'il a peur d'avoir C'est peur. qu'il se prend au sérieux. Pour avoir accès au savoir instantané, donc à l'intelligence supramentale, donc à son esprit, pour avoir accès à ce savoir, il faut absolument être dans un état d'anégoïsation suffisamment avancé, anégoïsation donc sans ego, suffisamment avancé pour ne pas se prendre au sérieux. Cela veut dire que pendant 25 ans, pendant 850 quelques années, par exemple, dans le cas de certains, tu es convaincu que ce que tu vois ou ce que les choses sont ce que tu penses qu'elles sont. Et soudainement, parce que tu as le contact avec un savoir plus grandiose, plus clair, plus conscient, plus instantané, tu te rends compte que ce que tu as nourri en croyance ou apparemment en science pendant des dizaines, des vingtaines, des centaines d'années est faux. C'est exactement comme la personne qui, par le savoir instantané, finit par vouloir avoir une réponse très dangereuse. Est-ce que Dieu, comme nous le concevons, existe? Et la réponse qui lui apparaît dans la tête, je donne un exemple, serait non. La majorité des hommes anciens voudront refuser la conscience instantanée pour pouvoir continuer à vivre dans leur conscience mémorielle, celle où, ben oui, ce bon Dieu qui t'aime, qui pense à toi, qui te protège, même si tu meurs ou même si tu perds un bras, etc., existe. Mais c'est-tu vraiment une peur comme plutôt un mécanisme auquel qui nous échappe complètement? Ben, c'est une peur qui va être engendrée par le savoir qu'a l'homme ancien, parce que l'homme ancien a quand même un peu de ce savoir instantané. C'est une peur engendrée par le savoir qu'il y aura une grande souffrance dans l'ego, donc dans l'âme, lorsque l'âme découvrira que la réalité n'est pas nécessairement ce que l'être humain veut qu'elle soit. Alors, prenons l'exemple encore de celui qui, à un moment donné, vit une illumination théologique. Le prêtre, ceux qu'on appelle les saints. Bon, qui n'étaient pas plus saints que toi et moi, mais qui avaient la faculté de supporter un peu plus de savoir instantané que la majorité des autres humains. On n'est pas saint parce qu'on a l'avantage biologique ou génétique d'être capable de supporter plus d'intelligence. Lorsque ces personnes ont un support énergétique, lorsque ces personnes expriment une intelligence instantanée, donc un contact avec l'intelligence supramentale ou leur esprit, appelons ça comme l'on voudra, mais une intelligence qui n'est pas tributaire des mémoires de l'homme. L'intelligence instantanée, ce que moi j'appelle l'intelligence, ce n'est pas de l'intellectuance. L'intellectuance est limitée par le bagage mémoriel de l'homme, l'expérience et l'apprentissage de l'homme, la connaissance de l'homme, et elle est limitée aussi par la faculté qu'a l'homme de se servir de ce qu'il a mémorisé. Hein? Parce qu'on sait que beaucoup d'humains mémorisent, enfin, le subconscient, les mémoires volatiles de l'âme, mémorise tout ce qui est perceptible par les sens physiques et les sens vitaux, mais que l'homme n'a pas nécessairement la faculté de faire vomir cette mémoire lorsqu'il en a besoin. Donc, il n'a pas la faculté de se rappeler tout ce qu'il aimerait se rappeler. L'intelligence instantanée, elle est instantanée, donc intelligente, parce que je ne vois pas comme intelligent l'être humain qui pense. C'est pas de l'intelligence, le fait de penser. Tu te demandes si tu devrais faire ceci ou cela. Ben, si tu serais intelligent, tu ne te poserais pas la question. Tu ferais ce qui devrait être fait. Si tu es intellectuant, tu ne peux pas savoir. Alors, nécessairement, tu vas fouiller dans ton bagage mémoriel pour essayer de légiférer sur ta décision de façon à pouvoir prendre ce qui te semble le mieux. Et présentement, l'humain n'a pas le choix que de faire ce qui lui semble le mieux, ce qui l'amène à découvrir le bien et le mal après avoir fait un geste,
et jamais avant. Hein, je dis souvent que l'homme n'a pas le discernement entre le bien et le mal avant de faire, il l'a après de faire. Okay. Peux-tu nous faire goûter ça un petit peu plus encore dans des éléments très concrets de tous les jours? Ah oui, boîte de l'eau, tu vas voir. On va goûter à ça. Oui. Est-ce que l'eau est froide ou chaude? Maintenant, tu en as une meilleure idée. Maintenant, en la buvant, tu en as une autre idée. Et tu sais aussi son goût, sa saveur et tout ça. Ça, c'est un savoir instantané. Maintenant, si je te demande comment est l'eau. Ah, c'est une mémoire. Je fais référence à Si ce tu m'expliques comment est l'eau, tu seras mort. Tu feras référence à tes mémoires. Tu ne pourras pas connaître l'eau comme elle est. Tu la connaîtras comme elle a été. Donc, pour être vivant, il ne faut jamais se référer à ses mémoires. Oui, et c'est ça qui fait de l'intelligence. Tu as deux plantes, une toxique, une comestible. Toi, tu es relié de l'intelligence instantanée. Tu as faim, tu prends la plante comestible et tu la bouffes. Dans la mesure Parce que c'est stupide de prendre la plante qui est toxique. Mais l'être humain qui fait référence à ses mémoires, s'il ne connaît pas les deux plantes, il ne pourra pas décider. Il devra expérimenter, et c'est pourquoi l'être humain présentement est un être expérientiel, pas expérimental, expérientiel, qui se doit d'expérimenter afin de connaître, et qui connaîtra toujours ce que les choses ont été, mais jamais ce qu'elles sont. L'homme ancien a plutôt l'impression que le discernement, ça s'apprend par la connaissance. On appelle ça la sagesse. Mais la sagesse n'a rien à voir avec la réalité. Oui. Regarde l'exemple. Moi, je donne un exemple, là. C'est pas moi, mais disons, je suis un être sage et je connais les problèmes du monde. Je sais ce qui se passe en Afghanistan. Je peux juger un être humain. Du moment que je l'ai vu, je sais ce qu'il est. C'est pas de la sagesse, c'est de la connerie. Du moment que tu l'as vu, tu sais ce qu'il est. Quand tu vas le revoir dans 3 semaines, s'il a bien changé, tu te fous de son changement. Tu te rappelles comment tu l'as connu, c'est le même qui est. Donc, tu sais comment le gars ou la fille était, mais tu ne sais pas comment elle est. Et c'est le problème de toute la relation entre les humains. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Non, ça fait 20 ans que tu sais ce que l'autre était. Mais la personne, elle change au cours des 20 années. Oui, mais c'est vrai puis c'est pas vrai. On vrai, dit souvent, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, t'as changé, t'es plus comme Eh oui, et pourquoi on est content de la voir? Parce qu'on se rappelle ce qu'on a vécu avec. Ah. Hey, on la voit donc comme elle était. Et souvent, on dit, t'as bien changé, mais on est rarement content. Bon, évidemment, on est poli. On a appris à te programmer poli. Mais est-ce que réellement tu es content? Tu sais, la personne, la fille que tu as rencontrée, tu étais en amour avec, ou le gars pour les femmes, bon, après 20 ans, tu la retrouves. Hey, t'as bien changé. Et ouais. Ou encore, t'as pas changé beaucoup. Belle connerie. Parce que l'être humain change. C'est pas juste par le corps physique, il change évidemment par le reste. Oui, l'homme connaît, parce qu'à un moment donné, j'animais une émission de télévision et je parlais du savoir et de la connaissance, et j'expliquais que le savoir, c'était instantané, et que la connaissance, c'était expérientielle, mémorielle. Et il y a une personne qui m'a écrit par la suite, qui avait trouvé ça génial, mais elle préférerait que je mette connaissance dans le sens instantané et savoir dans le sens mémoriel. Parce qu'elle parle de connaissance. Donc, naître avec. Faisant référence, évidemment, j'imagine à Krishnamurti, qui est le premier à amener ce jeu de mots. Intéressant. Connaissance, connaître, veut dire naître avec une chose. Donc, si tu nais instantanément toujours avec la chose, tu la connais, donc tu la sais, c'est-à-dire que tu es relié avec elle. La chose que tu observes n'existe plus, l'observateur que tu es n'existe plus, et il n'y a pas de mémoire, il y a de l'instantanéité. À chaque millionième de seconde, et là c'est extrêmement précis, c'est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas, l'instantanéité, tu renais avec la chose. Donc, tu ne peux jamais penser ce qu'elle était, tu ne dois qu'entrer en résonance avec ce qu'elle est, lui permettant donc de changer son rythme. Maintenant, ce qui est important, c'est que lorsque l'on joue avec les mots connaissance, effectivement, c'est ce savoir instantané. Mais lorsque l'on parle de la connaissance, comme l'être humain vit la connaissance, ben là, ce n'est pas de la connaissance. C'est des mémoires. C'est comme quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Moi, je crois dans le sens croître. » Ben, si tu crois dans le sens croître, laisse donc faire le mot croire. Parce qu'elle veut faire référence à « Je ne crois pas. » Croyance, mais je crois croissance. Ouais, mais dans le sens conventionnel, quand quelqu'un dit je crois, on s'attend pas à ce qu'il veut dire je pousse. On s'attend à ce qu'il veut dire qu'il y a un attachement émotif avec un concept. Il croit. Alors, il faut faire attention avec le jeu de mots. Donc, la connaissance, c'est la connaissance qu'on a dans des livres. Tu sais. Une bibliothèque, c'est assez plein de connaissances. Et le savoir, on peut dire oui, mais le savoir, une bibliothèque aussi, c'est plein de savoir. Faire attention. Appliquons les mots comme l'humain, inconsciemment, les utilise. Savoir instantané, c'est le sujet de la conférence. Est-ce que tu connais que tu vis?
Ouais, mais ça se prête mal. Tu sais que tu vis. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu l'as appris. Tu le sais. C'est instantané. Par contre, tu ne sais pas la mécanique. On va surtout dire, je connais la mécanique. Ah, donc, si tu connais la mécanique, tu l'as appris. Dans le sens, je connais la mécanique. Oui. Je sais où est-ce que je me trouve. Parfait. Mais je connais pas où je me trouve. Je connais la place. Ah, t'es déjà venu ici. Donc, réellement, comme l'humain emploie le mot connaissance et savoir, lorsqu'il fait référence à je sais, c'est de l'instantanéité. As-tu vu telle chose, ça doit être telle affaire qui arrive, tu vas répondre je le sais. Je sais. Tu es en train de le vivre toi aussi. Mais sinon, tu vas dire ouais, je connais ça, mais tu veux pas regarder. Là, je connais ça là. Ton problème, c'est que tu fais une projection, ouais, ça, je sais ça. C'est là qu'on mélange les mots. Mais normalement, globalement, l'être humain emploie le mot savoir lorsqu'il se rapproche d'une instantanéité de connaissance. Et il emploie le mot connaissance lorsqu'il fait référence à son bagage mémoriel. Le savoir instantané, c'est intelligent. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas à l'homme de devoir réfléchir ou de devoir penser. La pensée, on l'a vu souvent, est tributaire, donc assujettie, dépendante des mémoires de l'homme. Tu ne peux pas penser en hébreu parce que tu n'as pas appris, tu ne connais pas la langue hébraïque. Tu ne peux pas penser sur les navettes spatiales si tu n'as pas appris comment est bâtie une navette spatiale. Tandis que l'intelligence instantanée va te donner, et c'est l'un des principes majeurs, une personne qui aimerait savoir si elle a de l'intelligence instantanée, une des lois qui paramètrent ce principe, c'est que tu sais ce que tu dois savoir lorsque c'est nécessaire que tu le saches et tu ne sais rien d'autre. Lorsqu'une personne, j'ai déjà donné l'exemple à un moment donné d'une expérience que j'ai vécue au Guatemala, vu que c'est vécu ici depuis tellement longtemps. Prenons l'exemple juste de Cartier, qui arrive ici avec ses colons, et ceux-là sont tellement épatés par le territoire qu'ils en perdent le dent. Ça s'appelait scorbut à l'époque, remarque. Les Indiens qui savaient qu'en bouffant de l'écorce de bouleau, ils auraient ce qu'il faut pour que les dents restent en place, n'est-ce pas? Et les Blancs ont été bouffés de l'écorce de bouleau, et il a fallu qu'un Indien vienne leur dire, non, c'est pas l'écorce par-dessus, c'est l'écorce en dedans. C'est le dessus, c'est du papier, il fait des canaux d'écorce avec ça. C'est l'écorce en dedans, elle est juteuse, c'est ce jus-là qu'il vous faut. Alors, quelle est la science qui a permis aux Amérindiens de savoir cela? Ils n'ont pas bouffé toutes les écorces de tous les arbres de la forêt pour savoir que les dents tombaient pas, hein? Parce qu'ils se seraient rendu compte qu'en bouffant du chêne, les dents tombaient. Bon, le chêne est trop dur pour le bouffer. Et à un moment donné, l'Indien savait. Le sorcier s'en allait. C'était quoi le sorcier à l'époque? C'était pas juste le gars qui manipulait, parce qu'on avait aussi le chef. Le sorcier s'en allait quelque part. À un moment donné, il transpirait, il jeûnait, il transpirait dans une tente à sueur, à sudation. Pourquoi? Parce qu'il éliminait, on a déjà expliqué dans un séminaire PMC, que l'être humain exprimait son émotion par le système endocrinien, le système hormonal, que ces hormones étaient reçues par des récepteurs spécifiques au niveau du corps. Cela veut dire que si on a peur, si on est colérique, si on est tanné, on sécrète des hormones et le corps va soit accélérer le cœur, soit se mettre à transpirer, soit avoir une peau froide, soit ralentir la circulation, soit tellement ralentir le cœur que tu tombes dans un choc vagal, tu perds connaissance parce que tu as eu une épreuve psychologique. Tout ce qui est émotif est exprimé par le corps. Et il y a une partie de ces hormones qui ne sont pas détruites et qui ne sont pas, rejetées. Elles sont stockées par les greffes, surtout, et par la musculature. Lorsqu'une personne commence à évoluer, elle trouve qu'elle évolue bien. Puis à un moment donné, elle se lève un matin, tout évolué, puis elle est plus impatiente que jamais. Le corps se purgeant, les hormones sont rejetées dans le sang. Dans le sang, ils vont encore faire réagir le corps. Et là, l'humain est convaincu qu'il a évolué, mais il se rend compte qu'il est pire qu'avant. Il n'est pas pire qu'avant, mais c'est ce qu'il va vivre. Notre Indien allait donc dans une tente à sudation. Pourquoi? Pour éliminer les graisses, ce qui rejetait les hormones dans le sang, ce qui permettait à son système excréteur d'éliminer cela. Ce qui laisserait moins de traces de l'ego dans son corps, lui permettant un meilleur contact avec l'intelligence instantanée. Et il jeûnait. Pourquoi? Pour que le corps s'auto-digère, se serve des graisses, et même des muscles s'il le fallait, pour éliminer, purifier le corps. C'était plus compliqué que juste avoir un baptême dans l'eau, mais c'était plus efficace. Lorsque notre bonhomme avait suffisamment éliminé ce qui était des mémoires, des expressions émotives, donc des expressions psychologiques, donc des expressions de l'âme dans son corps, il lui restait beaucoup plus de facilité à rejoindre un contact instantané. Alors, à un moment donné, il allait s'asseoir sur une pierre ou sous n'importe où. Et puis la question, pourquoi il était venu, ça, il l'avait écrit, il l'avait dessiné, parce qu'il ne pouvait pas se rappeler de la question dans cet état. Tu ne te poses pas de questions lorsque tu as un savoir instantané.
Les gens t'en posent et tu réponds. Pourquoi je fais des conférences? Lorsque la personne, elle relisait cela, bien, c'était évident pour elle ce qu'il fallait faire. C'était évident. On a eu beaucoup de guérisseurs qui ont fait cela. C'est la science. Tous ceux qui avaient la connaissance ont ramassé ce qui avait été exprimé par ceux qui avaient le savoir. On l'a catalogué et on en a fait une science. On a mis ça dans les écoles et on a dit que maintenant, pour avoir le savoir donné par l'esprit, tu devrais avoir un diplôme. Alors, toi, tu te promènes dans la forêt et tu sais quelles sont les plantes curatives. Tu guéris des gens. Moi, je suis un scientifique, j'arrive là, je te suis pendant 2, 3, 5, 10 ans, je note. Et après ça, je rentre à l'Université de Montréal, on fait un cours avec ça, et on entend parler 10 ans après que tu continues à pratiquer. Alors, évidemment, on te poursuit, pratique légale de médecine. Parce que tu n'as pas venu apprendre ce que tu nous as montré dans nos écoles. Et c'est ce qui se passe, parce que ce qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui, ben, c'est des choses que l'humain savait à un moment donné. Hein? On sait que telle plante qui provient d'Afrique du Sud, près du Kalahari, guérit le cancer. Parce que, comment on a su ça? On n'a pas été répertorier les 98 000 sortes de plantes du bord du Kalahari. On est allé voir les indigènes, puis tel indigène te sert de telle affaire qu'il y a tel problème. Puis on se rend compte que ça marche. Alors on prend la plante, là on analyse qu'est-ce qui fait cela, on l'amène ici, on en fait des médicaments. Puis évidemment, en Afrique, ils sont trop loin, ils sont trop caves, ils sont trop involués. On les laisse pratiquer la médecine de sorcier. Mais on prend ce qui est de bon dedans pour la pratiquer ici en médecine de science. Et puis, eux autres ont le savoir, ils savent, puis ici, on doit expérimenter, ça coûte cher. Et puis, à un moment donné, ben là, on donne un diplôme. Mais le diplôme prouve que tu as accumulé la connaissance mémorielle de l'homme, mais ça ne veut pas dire que tu auras l'intelligence de l'appliquer, hein, n'est-ce pas? On connaît beaucoup de charlatans dans la médecine douce, mais on peut vous en présenter un paquet dans la médecine conventionnelle. Ils ont le diplôme. Oui. J'ai déjà fait un médecin, moi, qui m'a diagnostiqué chez un enfant un appendicite, alors que l'enfant avait mal sur le côté droit, l'appendicite sur le côté gauche. L'enfant avait pas de manque d'appétit, l'appendicite en donnant. L'enfant faisait pas de fièvre, l'appendicite c'est une inflation, il fallait qu'il fasse de la fièvre. Tout était contre l'appendicite. Puis le médecin a quand même diagnostiqué un appendicite, à l'époque où je travaillais sur l'ambulance pour urgence santé. Alors on a amené l'enfant à l'hôpital avec un appendicite. Il n'y avait pas d'appendicite, c'était sans doute une diverticulite. Mais il était diplômé. Bon, c'est diplômé, ça fait de plus. Il a le droit de se tromper. Non, il se trompe pas. La maladie peut évoluer. En d'autres choses. Mais ça se trompe pas. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence majeure entre la connaissance, très intéressant la connaissance, pour ceux qui n'ont pas l'intelligence instantanée, et la connaissance pourra être amenée à un degré d'efficacité extrêmement parfait par l'homme, par l'intellectuant, la possibilité de logiférer sur les mémoires expérientielles, de rendre logique l'expérience. L'intellectuant se fait au niveau du plan mental. Lorsque le mental est naissant chez l'homme, il reste assujetti à l'émotion, c'est l'intellect. Lorsque le mental se libère, il pourra logiférer sur l'expérience, mais les mémoires expérientielles de l'homme pourront être amenées à un point de sa conscience où l'émotion ne pourra pas pénétrer. Alors, tu te rappelles qu'un chien t'a déjà attaqué. Quand tu vois un chien, tu as peur du chien, parce que la mémoire ne va pas à un niveau où l'émotion ne peut pas être éliminée. Quand tu as mémorisé l'expérience du chien, tu as mémorisé aussi la peur que tu vivais avec, tu l'as collé ensemble. Alors pour toi, lorsque tu te rappelles le chien, tu auras peur. La personne, et c'est la majorité de l'hémisphère nord de notre planète, lorsqu'elle veut logiférer, elle se rappelle de l'expérience du chien, mais à un niveau vibratoire où l'émotion ne peut pas aller. Alors tu te rappelles de l'expérience du chien et tu sais que le chien est dangereux. Mais tu n'as pas peur du chien. Tu pourras logiférer, l'intellectuance le permet, pour éviter les problèmes du chien. Si tu as le savoir instantané, ben, tu sauras comment est ce chien. Il est différent des autres et tu sauras nécessairement tout ce qu'il faut pour. Hein? Le chien n'est pas dangereux, tu le sauras. Tandis que si c'est de l'intellectuance, il y a des chances que tu doives expérimenter le chien pour savoir s'il l'est ou s'il ne l'est pas. S'il l'est, tu payes encore pour. S'il l'est pas, ça peut aller. Bon. Oui? Oui. Qu'est-ce que... Habituellement, la question clé qui revient toujours, oui, mais moi, l'intelligence instantanée, qu'est-ce que je fous avec ça tous les jours? Faut que je gagne ma vie. Comment, si j'ai à monter des boulons sur une voiture ou à faire du secrétariat ou je ne sais trop quoi, ça me sert à quoi, ça? Ça, c'est une question d'homme ancien qui essaierait de sous-tendre le fait que pour faire le travail qu'on fait dans nos sociétés, faut être cave. Si j'ai l'intelligence instantanée, vas-tu continuer à faire du secrétariat pour l'autre? Vas-tu continuer à placer des boulons pour des autos? C'est l'intelligence instantanée
Pose-toi pas de questions, tu sauras ce qu'il faut faire. L'être humain qui aime de la connaissance veut par sa connaissance savoir ce qu'il va faire quand il y aura le savoir. Tiens. Ben évidemment, c'est des questions qu'il ne devrait pas se poser. Mais il se les pose. Oui, c'est comme le pauvre qui se dit qu'est-ce qu'il va faire quand il va être riche. Commence par être riche. Quand tu seras riche, tu te poseras la question. Ça aura plus d'allure. Alors, une fois que j'aurai le savoir instantané, mes boulons, moi, tu verras. Tu poses pas une question. L'important, c'est de savoir ce que tu vas faire avec ou commencer par aller le chercher. Il y a beaucoup d'humains qui vont dire, oui, mais moi, j'en veux pas de savoir instantané. Tu sais, je vais me promener dans le bois, puis là, paf, moi savoir que c'est comestible. Paf, moi savoir que... L'intelligence instantanée donne à l'homme le savoir qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. T'as-tu faim? Non. Ben, t'auras pas. Paf, c'est comestible. Paf, c'est toxique. Okay? C'est ça qui est le problème. L'humain compare tellement son phénomène expérientiel mémoriel quand il veut le projeter dans ce que ce serait d'être intelligent. L'être humain qui est expérientiel se doit, lorsqu'il rentre dans une forêt, de tout savoir de la forêt. Parce que s'il est mal pris, il y aura telle connaissance-là. S'il est perdu, il y aura telle connaissance-là. S'il est ceci, il y aura telle connaissance-là. Puis s'il ne connaît pas la forêt, il est insécure, il ne va pas dans la forêt. Savoir instantané, tu n'as pas besoin de te connaître l'univers pour arriver à te promener librement dans l'univers. Tu te rends compte du phénomène? Qu'est-ce qui fait que l'être humain est si collectif? Il ne peut pas s'en sortir avec son expérience mémorielle. Hey, on est allé sur la Lune! Mais non, il y en a 3 ou 4 qui ont été sur la Lune. On n'a pas été sur la Lune. On a gagné la coupe! Tu joues au hockey, tu joues au moins touché à un joueur. Mais il y en a plein qui ont rien que touché au joueur par le biais de la télévision. Hein? Il y en a qui prennent le douche pendant les entraques, qui sont chez eux. Bon, ces personnes-là ont gagné. Mais comment veux-tu arriver à te décollectiviser, arriver à avoir une conscience individuelle? On reste collectif dans le travail parce qu'il y a de l'intelligence à travailler en société. Sauf que tu n'as plus besoin de l'opinion des autres pour te faire une opinion. Tu prends les informations disponibles et tu te fais une opinion. Puis quand tu as une opinion, tu ne demandes pas à un autre si ton opinion a de l'allure. Parce que lui, il va te dire que oui ou que non, puis lui, quand il en a une, il en demande aussi à un autre. Puis finalement, le dernier te le demande à toi. Fait qu'on s'en sort pas bien. La conscience individuelle, elle est possible totalement que lorsque l'être humain a un contact avec son ajusteur de pensée, que lorsque l'être humain a un contact avec son esprit, l'intelligence instantanée, parce que sinon, comment veux-tu être individuel dans un monde où toute la connaissance du monde est répartie sur 4 895 humains? 95 000. Tu ne peux pas, égoïquement, amiquement, mémoriellement, expérientiellement, te sentir libre quand tu sais que tout ce qui te libérerait est divisé dans les humains. La connaissance. Tu t'en vas dans un autre pays, tu t'en vas dans la jungle, on est allé en Amazonie, tu rentres là, et puis tu te dis, oui, mais là, pour aller ici, il faudrait que je demande à un guide. Bon, t'étais avec moi quand on s'est perdu sur une petite île sur le fleuve Amazon, une petite île comme l'île de Montréal, c'est une petite île, n'est-ce pas? On peut se perdre. Et le guide avec qui on était, ben lui, il n'avait pas la connaissance de la place où il était parce qu'on était perdu, donc il savait pas ce qu'il était. Alors, à un moment donné, il grimpe sur une petite souche, puis il sniffe dans les airs, puis il regarde les arbres, puis il attend. D'un coup, ben là, il descend, puis il s'en va par là. Fait qu'on le suit, nous autres, hein? Un cave, hein? On suit. Bon. Et puis, à un moment donné, ben là, je lui fais remarquer qu'on est perdu, parce qu'il voulait pas nous le dire. Non, on n'est pas perdu. J'ai dit, oui, on est perdu, parce que moi, je sais que ça fait 3 fois qu'on passe en même place. Mais j'ai dit, c'est pas grave, ça fait 10 ans que toute la gang ici, on rêve de coucher dans le jungle. Pour le rassurer, parce que si on le rassure pas, il pourra pas se brancher. Si émotivement, il est pogné, il peut pas se brancher. S'il serait tout seul, il n'y aura pas de problème, parce que lui, s'il dort, va s'en sortir. Il est pogné avec 6 Canadiens, puis 2 Australiens, qui d'ailleurs, eux autres, ont souffert pas mal de ce périple. Bon, parce que c'est des Australiens, vous savez, on leur offre nos gourdes d'eau, ils en veulent pas besoin d'eau. Une fois perdus, ils l'ont bu de l'eau. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, on le rassure suffisamment, puis là, il regarde encore un peu partout, il sait pas où ce qui est, puis il connaît pas la place. Puis soudainement, il sait pas où ce qui est, mais il sait où il doit aller. Alors, on le suit, il sniffe encore, on le suit, il sniffe encore, on arrive en arrière de sa cabane. Bon. On était parti par en avant, on est arrivé par en arrière. Alors, réellement, on était perdu. Puis il est pas arrivé dans une région qu'on connaissait, il est arrivé pile sa cabane. S'il avait visé sa mère, ça arrivé dessus. Sauf ça aurait bougé. Bon. Alors, réellement, le savoir instantané, ça ne dépend pas de l'intellectuance, ça ne dépend pas de l'expérience ou des diplômes que tu as, ça dépend simplement de ton humilité, c'est-à-dire de ton anégoïsation, qui est plus juste. Notre bonhomme dans la jungle, lui, ben, il n'avait pas un gros égo, parce que finalement, il est rien, sa planète. En tant qu'égo. Il est réellement quelque chose au niveau cosmique. Mais lui, personnellement, il sait même pas que la Terre est ronde puis qu'elle tourne.
Sauf qu'il n'est pas au niveau de l'antique civilisation où on pensait que la Terre elle était peut-être pas ronde, elle tournait pas, mais elle était le centre du monde. Lui, il est même pas au courant qu'il y a un monde. Fait, quand il voit les étoiles, il est même pas rendu au point de s'imaginer qu'ils sont attachés avec des cordes sur une voûte céleste. Il regarde, puis il s'en fout. C'est ça, être un égoïque. Pourquoi aller regarder puis s'en foutre? Parce que t'as pas besoin de faire autrement que de t'en foutre. Alors tu trouves de l'énergie. Par contre, quand tu marches, tu mets ton pied là. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un scorpion là, c'est pour ça que je mets mon pied là, puis là je m'en vais. Il y a un scorpion là, tabarnouche. D'autres, on s'intéresse aux astres, hein, mais on marche pas longtemps nu-pied dans la jungle. Il y en a quelques-uns qui se mettent des souliers parce qu'ils ont appris que c'est dangereux marcher nu-pied. Bon. Mais avant ça, ils marchaient nu-pied, puis il leur arrivait rien. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est ce savoir instantané. Il donne à l'homme que ce qu'il a besoin de savoir. Et pour que cela advienne, il faut que l'être humain ait suffisamment d'égoïsation pour ne pas vivre l'insécurité de ne pas connaître. Si tu connais bien des choses, tu connais la ville de New York. Tu n'as jamais été à New York, mais tu t'as étudié la carte. Quand tu arrives à New York, tu te sens un peu plus sécure. Mais quand tu ne connais pas la ville de New York, tu n'as jamais vu les cartes, puis soudainement, on te descend à New York, puis on te laisse là. Si tu as le savoir instantané, il n'y a aucun problème. Tu t'en vas où est-ce que tu dois aller. Tu connais pas les noms des rues, mais tu arrives là, tu prends le téléphone, puis oui, tu cherches un téléphone. Fait que c'est intelligent d'aller où est-ce qu'il y a un téléphone. Le chameau arrive à trouver de l'eau dans le désert sans savoir où est-ce que c'est l'eau, puis sans connaître toutes les cartes hydrographiques du désert. L'homme, non. Mais le chameau, oui. Alors, l'homme devrait être capable de trouver un téléphone de New York. Si le chameau peut trouver de l'eau enfouie à 3 pieds sous terre dans le désert, avec les dunes qui se promènent tous les jours. C'est bon. Bon. Alors, notre être humain, s'il est anégoïque, il n'aura pas peur. S'il n'a pas peur, il saura ce qu'il a besoin de savoir, et s'il sait ce qu'il a besoin de savoir sans avoir peur, ben, il pourra l'exprimer. Ça paraît farfelu. Ben oui, pour des gens qui sont habitués à devoir connaître pour se sentir sécure. Mais on revient encore à nos Indiens qui bouffaient l'écorce des bouleaux. Ils bouffaient la bonne. On revient à toutes les peuplades qui sont partout sur la planète. Juste le fait d'expérimenter humainement l'indigène perdu dans la jungle qui, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il tourne. Et à un moment donné, il a le feeling. Par là, par là. Il prend pas de point, il n'y a pas de boussole, pas besoin de rien. Le gars qui sa boussole, il faut qu'il prenne la mer. Puis après ça, il faut qu'il s'organise de marcher droit dessus. Puis à un moment donné, il y a un marécage, 3000 de long. Là, il faut faire ses détours. Là, il faut qu'il revienne en face du marécage pour trouver son amère. Fait que 3000 de long, ça fait que veut pas, ça y prend une journée à faire le tour dans la jungle. Hein, c'est 1 000 et demi comme ça, 1 000 et demi par là, sans compter tout ce qui peut arriver. Le train de gêne, lui, il s'en va, il y a un marécage, il le contourne, quand il arrive là, il continue son chemin, puis il tombe en bonne place, puis il se pose pas de questions. C'est l'avantage qu'il a. Savoir instantané, tu ne peux pas te poser de questions. Parce que si tu te poses une question, c'est que tu impliques déjà le fait que ce que tu veux savoir, tu ne le sais pas. Et si tu as le savoir instantané, ben tu le sais si tu as besoin de le savoir, donc tu ne poses pas de questions. Je vais te laisser poser une question. En effet, c'est difficile à digérer. Ah, mais c'est ça, c'est pas fait pour digérer. Non. Problème psychologique relevant du viol, que si un jour tu te fais violer, tu pourras vivre à travers. Alors, le fait d'apprendre tout ce que je dis, ça mène nulle part. La personne doit simplement vibrer des choses, elle laisse couler des choses. Il y aura des heurts dans son ego, c'est-à-dire qu'elle est convaincue que ça se peut pas, puis à un moment donné, ben, on va donner des choses qui sont évidentes. Tu sais, le fait que le gars qui enseigne à l'université enseigne des choses qui ont été apprises à l'extérieur de l'université, et maintenant qu'il enseigne, ben, ceux qui leur ont appris peuvent plus pratiquer. Mais c'est un fait. Alors, digérer, il faut faire attention, il faut pas digérer, on n'est pas ici pour apprendre, on est ici pour passer le temps. Vas-y. Alors, cette fameuse anégoïsation qui nous amène à l'instantanéité. Comment s'y prendre pour y arriver? Parce que normalement, on s'y fait prendre. On s'y fait prendre. On n'a pas le choix. Comment un être humain qui n'a pas le choix? Regarde, tout le monde. Le gros problème, c'est que chez vous, vous êtes divisé en deux parties. Ben, certains en 3, 4, 15, là, mais disons en deux majeures. Il y a la partie émotive qui fait référence aux mémoires. Vous aimez ce que vous connaissez, vous ne pouvez pas aimer ce que vous connaissez pas. C'est pas? L'ego a deux fonctions majeures, celle de s'exprimer pour savoir qu'il vit. Alors, il aura les jeux, il aura la peinture, l'art, il aura la construction, parce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'art en faisant des édifices, en étant architecte, en étant décorateur, en étant placier, en étant boursier, en étant médecin, parce qu'il y en a que c'est de l'art, la médecine. J'en connais que c'est de l'art noir, mais enfin, il y en a, c'est vraiment intéressant. Il y en a qui se forcent à faire quelque chose de bien. Pas tous. Mais il y en a.
S'il y a des médecins ici qui ne me croient pas, je vous dis, il y en a. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc notre ego qui a le besoin de s'exprimer et il a aussi le besoin d'être nourri. C'est les lois fondamentales de l'ego parce que si mémoriellement, on ne réinstruit pas toujours la même mémoire, t'oublies. Loin des yeux, loin du cœur, ben c'est ça. Sauf si c'est une photo, ben là, au moins, tu peux te réénergiser, ça l'aide un peu. L'intelligence instantanée ne s'appliquant qu'à l'être humain qui n'a pas ce phénomène référentiel des mémoires, étant donné que l'être humain est divisé en deux parties, la partie égoïque, mémorielle, qui pense, qui désire, parce qu'on désire seulement ce que l'on connaît, hein? On ne peut pas désirer un auto qui n'existe pas. Si on envoie la photo, on pourra en vouloir une comme ça, mais on ne désire que ce que l'on connaît. L'exemple le plus évident, c'est que inventez-moi une couleur dans vos têtes, ben on ne sera pas capable, on va toujours devoir faire référence à une couleur qui existe. Si on n'aurait jamais vu de jaune, on ne serait pas capable d'inventer la couleur jaune. On ne serait pas capable. On inventerait un mélange de bleu et de vert, on inventerait des couleurs. On n'arriverait pas à faire une couleur primaire. Une fois qu'on l'a vu, parfait. Maintenant, on l'a en tête. Inventez-en un autre, on ne peut pas, sauf si on a un savoir instantané. Mais sinon, puis savoir instantané, demandez-moi pas si j'ai trouvé d'autres couleurs. C'est stupide de faire ces recherches-là, ce qui fait que je n'ai pas trouvé d'autres non plus. Bon, je me contente de ceux qui sont là. OK? Bon. L'être humain a donc une partie extrêmement émotive, celle qu'on appelle la psychologie. La psychologie, c'est la relation qui va exister entre la mémoire dans l'homme, entre les désirs de l'homme et les émotions vécues dans l'homme. Tout cela est dans l'âme, ce qu'on va appeler psychos vient du mot âme, logie, science qui étudie l'âme, psychologie, et ce que moi j'appelle le corps astral. Bon, le terme qui est plus juste que l'âme. L'âme fait trop référence à l'apprentissage émotif du phénomène mémoriel de l'homme. L'âme est trop colorée d'émotions. On doit sauver notre âme, alors que l'âme, c'est le gros problème dans l'homme. C'est l'esprit qui doit prendre la place, puis l'âme veut pas. Mais ça, on revient là-dessus dans une conférence prochaine. L'âme est ennemie de l'esprit. Bon, pour l'instant, c'est une chose. C'est la prochaine conférence. C'est la prochaine? Non, c'est intéressant. Bon. Alors donc, lorsque l'être humain vit de ces deux blocs, lorsqu'il apprend à découvrir quelque chose de neuf, c'est comme celui, à un moment donné, qui voit son grille-pain qui marche plus, ben, il peut se dire, ouais, mais là, qu'est-ce que je fais? Je connais même pas personne pour le réparer. Celui qui a un peu plus de contact avec son esprit, qui est un peu plus dans son intelligence, il va se dire, ben, m'a voir ce qu'il y a. Prends un tournevis, tu le vires de base, tu le tournes un peu, tu le défais. Quelqu'un à côté, n'est-ce pas, un homme ancien, une femme ancienne, pourrait dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais même pas ça, les grille-pains. C'est pas une raison. Mais c'est une raison de bien des choses. Qui est pas plus une vraie raison. L'autre, non, mais moi, je suis patenteux. C'est quoi être patenteux? C'est que l'ego a appris que quand elle faisait confiance à l'instantanéité du savoir, elle était souvent récompensée. C'est ça le patenteux. Il démonte un moteur la première fois, puis il arrive à le remonter pareil. Il n'a pas appris. C'est pas une raison. On n'a pas besoin d'apprendre pour savoir. Alors, tu défais le grille-pain, tu tripotes un peu, puis tu organises une babelle. Écoute, tu vois quelque chose, tu essayes ça, puis là, tu le connectes. C'est sûr que celui qui, à un moment donné, est connecté sur la mémoire astrale, puis ça, on pourrait revenir dans la période de questions, de certains patenteux, ben lui sera le gars à fouiller avec un couteau dedans. Tu sais, il marche pas, là, prends ton couteau, qu'est-ce qu'il y a, là? Bon, ça, c'est celui qui a un désir très inefficace, puis qui a aucun phénomène logiférateur. Donc, il n'y a pas de mental. Il n'y a même pas à peine de l'intellect. Il y a bien de l'ego. Bon, prendre un autre. OK? Puis à un moment donné, on replace, on remet le grille-pain, on met 2 toasts dedans, on essaye, puis ça marche, ou ça marche pas. Mais si ça marche pas, puis tu te choques, tu te prends au sérieux. Si ça marche pas, puis ça te dérange pas, ben c'est parfait. Tu es en train d'arriver à l'anégoïsation. Comment on y arrive? On se fait surprendre à être anégoïque. À un moment donné, on se rend compte qu'on va aller faire du ski, puis qu'il pleut, puis que ça nous dérange pas. Ben, c'est ça. C'est ça, l'évolution. L'évolution, c'est pas parce qu'il se met à pleuvoir, tu rentres en transe. Pas ça. Ça te dérange pas. T'as une crevaison, puis il fait moins 40, puis 11 heures du soir sur une petite route de campagne, puis ta femme te dit, pas vrai, pas une crevaison, hein? Bon, elle refuse. Tu y réponds, non, pas une crevaison, des trous dans la route. Jusqu'à Montréal. Hey, elle va vivre mieux. Ou bien non, tu réponds simplement, ben, si c'est une crevaison, c'est une crevaison, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va changer la roue. C'est ça, être anégoïque. Ça demande pas, ça demande juste ça. Sauf que l'humain, ça demande de l'observation, ça demande des petites choses. On se surprend à être plus humble. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est pas l'humiliation, c'est pas de... tu sais, je suis humble, tu viens pour éternuer, là. Je vais pas déranger personne, moi. C'est pas de l'humilité, ça. Ça, c'est de la médiocrité. C'est pas pareil. L'humilité, ça ne se vit pas en face des autres, ça ne se vit pas en face des arbres ou des nuages pour les hauts spirituels. C'est pas.
L'humilité, c'est simplement quand toi, tu te prends un peu au sérieux. T'as une crevaison? Ben oui. L'univers, c'est pas fendu le cul pour que t'aies pas de crevaison parce que t'es pas assez important. C'est ça, être humble. Être humble, ça veut dire qu'il se passe de quoi, t'acceptes. Ta roue de secours est dégonflée parce que voilà un mois, t'as eu une autre crevaison, puis t'as pas pensé que l'univers t'en remettrait un autre dans un mois. Fait que tu l'as pas fait réparer tout de suite. Ben, tout ce que tu as à te dire, c'est que psychologiquement, tu te fais charrier. T'es tellement émotif que tu vis d'espoir. J'espère que je n'aurai pas un autre. C'est pas mental. C'est pas intelligent non plus. Parce que les choses sont ce qu'elles sont. C'est pas l'homme qui les change. Alors, la personne qui voit ça, ben, elle peut, si elle a suffisamment de négociation, ben, elle va rire. L'autre va dire, hey, c'est pas drôle, t'as 2 flats. Une dans la valise, puis un sur la roue en avant. Pas drôle. Toi, tu réponds, non, c'est pas drôle. Mais pourquoi tu ris? Je ris de moi. Ça, c'est drôle. Hey, c'est drôle de voir comment on se fait fourrer tout le temps. On est intelligent, on est brillant, puis on se fait avoir. Ben, ils sont géniaux en sacrableu. Qui ça, on? L'être humain. Qui sont géniaux? Personne. C'est ça qui est intéressant chez l'homme. Il est manipulé au bout par personne. Oui, l'être humain est manipulé continuellement par la conscience collective, par le monde astral planétaire, mais ce n'est pas personnifié. Ce n'est pas une personne. Et la manipulation dont souffre l'homme n'est pas intentionnelle. Est-ce que l'intelligence instantanée, c'est quelqu'un? Ou si c'est personne? Non, dans le contexte psychologique de l'homme, ce n'est pas quelqu'un. Sauf qu'un jour, tu seras intelligent. C'est tout. Mais c'est pas une personne qui te descend sa tête, qui ouvre une petite porte, qui pénètre en dedans, puis qui dit « Coucou, le maître est rentré! » C'est pas comme ça que ça marche. Là, tu te promènes, trimballes à ton bonhomme avec toi, puis lui, il te dit tout. C'est pas correct si tu fais là, ta gueule en haut. C'est pas ça, l'intelligence. Ah oui, imaginez-vous rentrer avec le maître supramental dans un bordel. Il passera pas à la porte. Ils sont pas assez hauts. Ça marche pas comme ça. L'être humain, c'est quoi, quand tu dis un enfant de 12 ans, un jour tu vas être adulte. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un adulte qui frappe puis qui pénètre l'enfant puis qui lui dit maintenant tu es adulte? Faut que tu refoules tous tes mécanismes infantiles, faut que tu fasses plus ci, fasses plus ça. Maintenant, t'es un homme ou une femme, ça se fait plus. Non. À un moment donné, l'enfant apprend parce qu'il est programmé. Hein? On appelle ça l'éducation, là, mais en tout cas, bon. Il apprend à être un adulte, puis lentement, il se rend compte qu'il est un adulte qui n'est plus un enfant. Mais l'intelligence instantanée, lorsqu'elle rentre chez l'homme, chez la femme ou chez l'enfant, ben c'est simplement ceci. C'est qu'à un moment donné, tu regardes dehors, puis tu te dis, merde, il pleut. Puis tu te dis en même temps, ben oui, il pleut. Ça, c'est de la négociation. Ben oui, il pleut. L'ego, à notre au niveau de tout le monde, finalement, ça sert à quelque chose. C'est de l'intelligence comme telle. Oui, c'est bon que tu amènes le point. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'un escalier, c'est fait avec une marche, celle sur laquelle tu es placé. Oui. Ou celle qu'ils peuvent pas atteindre. Non, c'est toi. Ben, ça, c'est le palier en haut. Mais l'être humain est convaincu qu'un escalier, ça n'a d'intelligence que si ça contient que la marche sur laquelle tu es. Alors, un jour, tu étais chez Krishna. À un moment donné, tu montes de marche, puis là, t'es convaincu que les Krishna, c'est toute de la foutaille, c'est de la marde, c'est de la manipulation, ça devrait être interdit, on devrait passer des lois, on devrait acheter des canons. Il devrait se passer quelque chose. Bon, on devrait engager des pyromanes. Quelque chose. Puis à un moment donné, de ta secte, tu passes à une autre chose. Ah, puis là, ta secte, là, tu t'es fait avoir pendant 5 ans là-dedans, ils t'ont tout pris ton argent, ils t'ont amené où ce que t'es. Ouais, mais c'est pas ça qu'ils voulaient, ça n'a rien à voir, ils savent pas ce qu'ils font, eux autres non plus. D'ailleurs, comme n'importe qui ici, c'est pas ce qu'il fait. Mais il le fait bien. Alors, il y a énormément, parce que l'être humain ne voit pas cosmiquement comment fonctionne la gestion planétaire. Tu achètes un billet à la loterie, tu gagnes. L'autre n'achète un, il perd. C'est comme ça. Tu fais n'importe quoi, le résultat n'est pas nécessairement tributaire de l'homme parce que l'être humain vit dans un écosystème qui le rend nécessairement assujetti au mouvement d'autrui. Et c'est pourquoi le libre arbitre total n'existe pas. Sauf si tu es tout seul dans un désert et que tu ne désires que d'avoir du sable. Là, tu auras le libre arbitre total. La journée que tu désires d'autre chose que du sable, il y a des chances que tu commences déjà à souffrir de cette illusion du libre arbitre total. Bon. L'être humain qui, à un moment donné, finit par se dire « Ouais, mais tu sais, en fin de compte, c'est l'ego qui nous nuit. Puis c'est tout l'astral, puis nos mémoires, nos expériences. Comment ça fait qu'on a ça? On ferait bien mieux de s'en débarrasser. » C'est pas ça qu'ils ont voulu faire à un moment donné, mais on peut quand même se référer sur une île particulière à Haïti,
où on a fait l'expérience d'éliminer de l'homme son contexte amique et tout ça. Alors, par certains rites rituels qu'on appelle le vaudou, on arrive à purger un être humain, non pas de son corps vital et de son âme, mais exclusivement de son âme. On conserve son corps vital dans le corps physique, donc le corps reste en vie. Et on appelle ça un mort vivant. Ah oui, c'est ça. C'est une personne que tu dis lève le bras, elle lève le bras. Puis tu t'en vas te coucher, puis tu reviens un an après, elle a encore le bras levé, sauf s'il est tombé tout seul. Elle n'a pas d'intentionnalité, elle n'a pas de désir, elle n'a pas d'émotion, elle n'a plus d'âme, donc elle n'a pas de mémoire, elle n'a rien. Alors évidemment, l'âme permet quoi? L'âme permet à l'être humain d'avoir un ego. L'ego permet à l'être humain de grossir son ego, de nourrir. Ça amène l'humain dans des expériences qui sont de satanique à diabolique à yavique, etc., spirituelles. Ça amène l'humain à se prendre au sérieux, à être convaincu à un moment donné que lui doit vivre, que lui ceci, que lui cela. Hein? À un moment donné, tu piles sur son ombre puis tu l'insultes. Puis on doit pas s'insulter, puis on doit foncer dans la vie, puis on doit, tu sais. Tout le paquet de cochonneries qui finit par amener des sociétés inécologiques, où l'être humain est toujours convaincu d'être le boss, alors que continuellement, tu sais, quand la lumière est rouge, elle est rouge, puis quand il y a un mur là, passe pas là avec ton char, ça passera pas. L'être humain continue à vivre cela jusqu'au moment donné où son ego l'amène à continuellement vivre des illusions à partir de ces illusions. Il n'a pas ce qu'il veut. Nécessairement, il se force à créer un nouveau processus chez lui, l'intellect. Il pense, il essaie de réfléchir logiquement. Ça va créer des Archimèdes, ça va créer des Copernic, ça va créer un paquet de bonhommes qui, à un moment donné, vont instruire l'homme qu'il est faisable de penser de deux façons. La pensée émotive, « Ah, que c'est beau! » Puis la pensée logique, « Tasse-toi et ça tombe! » Deux phénomènes. Bon. Alors, il y a donc deux phénomènes qui peuvent nous permettre de dire « Il pleut encore, maudit! » Puis le gars qui annonce à la radio, demain matin, ennuagement, possibilité de pluie, 20%. Bon, ça, c'est l'intelligence logique, intellectuelle. Et, disons, l'émotivisation des mémoires, qui est l'intelligence émotive, l'astrale, psychologie. Lorsque l'être humain arrive à ces deux phénomènes-là, il se rend compte qu'il découvre l'intellect. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de désir au niveau de son ego, puis il veut tellement pas souffrir la désillusion, qu'il se force pour arriver à aboutir dans ses désirs. Donc, il veut être efficace dans ses désirs. Je veux ça, puis je vais m'organiser pour l'avoir. Pour t'organiser pour l'avoir, il faudra que tu cesses de penser émotivement, puis que tu commences à te servir de ton expérience au point de vue logique, le mental. Et là, l'ego permet, à son insu, la création du corps mental. Et le corps mental est la seule chose qui peut un jour entrer en contact avec l'intelligence instantanée, ce qu'on appelle aussi l'intelligence supramentale. Mm-hmm. Donc, ceux qui ont de l'ego et ceux qui ont toutes ces choses-là, c'est parfait. C'est que finalement, il y a un bon nombre de personnes qui savent pas quel métier ou quelle profession qu'ils utilisent, mais cette profession ou ce métier peut faire en sorte que, malgré eux autres, ils vont s'anégoïser. Comme par exemple un homme d'affaires. D'ailleurs, on s'anégoïse toujours malgré soi. L'homme d'affaires, il devra s'anégoïser de temps en temps. Le problème de l'homme d'affaires, c'est qu'il n'a pas encore nécessairement, pas tous, la majorité, 99,999%, n'ont pas encore cellularisé la négoïsation, c'est-à-dire qu'un homme d'affaires sera capable de jouer certains genres de rôles ou de jeux en affaires parce qu'il comprendra qu'à un moment donné, il y a un échange d'énergie. Tu sais, il faut que ça fasse l'affaire des deux parties. Puis quand il rentre à la maison, l'autre partie, là, c'est plus ça. Ça fait son affaire. Quand il regarde les notes de ses enfants à l'école, il ne demande pas à ses enfants, est-ce que tu es content de tes résultats? Non, il veut savoir, c'est lui qui est content des résultats de l'autre. Tandis qu'en affaires, il fera plus attention. Alors, évidemment, l'homme d'affaires qui, à un moment donné, veut réussir, ça doit être un peu plus anégoïque. Sinon, il y aura des problèmes stomacales, il y aura des problèmes de cancer, il y aura des problèmes pulmonaires, il y aura des problèmes... cardiaques. Oui, évidemment, cardio-circulatoires, il y aura un paquet de problèmes parce qu'il s'exprimera ailleurs que par la parole. Hein? Et donc, l'intelligence instantanée ne te permet pas de contrôler la peur. L'intelligence instantanée ne te permet pas de contrôler ton stress. L'intelligence instantanée ne te permet pas de contrôler ta gêne. Quand tu as un contact instantané, t'as pas de peur, t'as pas de gêne, t'as pas de stress, t'as pas de contrôle. Hey, celui qui est courageux, un homme nouveau, celui qui a un contact avec l'intelligence instantanée, est pas courageux. Mais tu viens bien de dire, il n'y a pas de contrôle. La personne n'a pas de contrôle. Non. Ça veut dire que finalement, il n'y a aucun ego, il n'y a aucune analyse, il n'y a rien qui fonctionne, tout ça. Il n'a pas besoin. L'être humain veut absolument être au courant de ce qui se passe. C'est un peu comme si un être humain en faisant l'amour serait là, hey, je fais l'amour. Tabarnouche, je fais l'amour. Hey, c'est bien beau, mais il vivra, il va dire, ça sera pas génial, son affaire. Parce qu'il veut savoir ce qu'il fait. À un moment donné, il sait plus ce qu'il fait. Là, il tombe dans ce que j'appelle la vie. S'il tombe dans ce que j'appelle la vie, il peut pas mémoriser ce qu'il fait. Il y en a qui vont dire, un instant, après une relation sexuelle, je me rappelle comment c'était. C'est faux.
Il y a encore des traces endocriniennes dans ton corps qui continuent à te stimuler. C'est ça que tu goûtes. Pas la relation sexuelle pendant qu'elle était dans l'extase. Ça, tu la goûtes plus. Ce que tu penses avoir mémoire de tout ça, c'est même pas ça que t'as, c'est la trace mémorielle laissée par les hormones après. Il y en a des hormones qui sont sécrétées pendant l'orgasme et ces choses-là. Ça s'en va pas, paf, de même après. Ça reste là. Il reste qu'une mémoire, ce n'est qu'une mémoire, c'est-à-dire une empreinte qui n'est pas nécessairement la réalité. Oui. C'est l'ombre de quelque chose. Alors, l'homme nouveau, celui qui a le contact avec l'intelligence instantanée, effectivement, ne contrôle pas. Est-ce que présentement, vous êtes à contrôler un taureau? Vous allez me dire, non, il n'y a pas de taureau. Et voilà. Alors, pourquoi contrôler la peur quand il n'y a pas de peur? Chez l'homme ancien, il doit devenir courageux. Il en a fait une vertu. Ça fait encore partie des mécanismes de l'orgueil de l'homme ancien, celui de se dire que parce que j'ai... C'est un peu comme si tu disais, regardez, il y a beaucoup de gens, des fois, qui n'aiment pas ça quand je parle de merde, mais c'est intéressant, ça frustre leur ego, puis ça brise des formes un peu, parce que de la merde, c'est quelque chose qui est essentiel sur la planète Terre. S'il n'y en aurait pas, on aurait des maudits problèmes de santé. Bon. Alors, la personne qui, à un moment donné, a de la merde sur son genou, la vertu contraire au défaut de la merde, c'est de mettre un papier doré par-dessus. Le courage, c'est une vertu. Pourquoi? Tu contrôles ta peur. Ouais, mais l'intelligence, c'est de pas avoir peur. C'est pas d'être courageux. Courage sert à rien. Hein? Alors, le courage, c'est le papier d'or que tu mets par-dessus ta merde. Ouais, l'intelligence, c'est pas de merde, donc pas d'or. Alors, celui qui a un savoir instantané, ça paraît pas. C'est pas un gars courageux, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais debout, ça me piquait sur le pied. Alors, je lève ma jambe, puis je me gratte. Il y a quelqu'un qui me dit « Hey, t'es paresseux en maudit? » Je comprends pas. Il dit « Ben, tu sais, tu te penches même pas pour te gratter. » C'est énergétiquement plus économique de lever la jambe quand t'as souplesse pour le faire, de gratter, que de te plier en deux pour aller te gratter. C'est pas de la paresse, c'est de l'économie d'énergie. C'est comme de dire, tu sais, t'es paresseux, t'as une centrale hydroélectrique. Nous autres, on est travailleurs, on a des centrales au charbon. Ouais, peut-être. Tu mets ton charbon, puis tu pollues, puis tu sais. Ouais, t'es peut-être bien travaillant, mais t'es peut-être con aussi. D'ailleurs, c'est une vertu d'être paresseux. Quand tout marche. Ouais, l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il veut faire? L'homme nouveau, il veut tellement intelligencer. L'intelligence instantanée, c'est pas là pour que l'homme continue à chasser. Si un jour on peut fabriquer de la nourriture en laboratoire, puis qu'elle est extrêmement bonne pour l'homme, c'est parfait. Tu sais, c'est comme le retour à la nature. Le retour à la nature, il peut être de deux ordres. Comme l'homme ancien spirituel veut le faire, on retourne à la nature, chalet en bois rond, chauffage au bois, puis tu vas prendre de l'eau à la source ou ben non, à la pompe, tu sais, puis c'est la nature. Trop moderne. Tu couches avec 3 ou 4 couvertes, tu sais, puis c'est le retour à la nature. L'homme nouveau aussi fait le retour à la nature. Il se bâtit un dôme, puis pendant que les robots font le ménage, il s'en va marcher dans le bois. Un retour à la nature. C'est un retour à la nature. Sauf qu'il y en a un qui est tout à fait aberré par des concepts qu'il ne comprend pas. Puis il y en a un qui est libéré par sa science et par ce qu'il comprend. Comment faire pour y arriver finalement? Parce que l'homme, de par son ego, on vient d'apprendre que ça en a une intelligence. Mais l'ego? Bien sûr. C'est intelligent. Ça sert à quelque chose. Non, l'ego n'a pas d'intelligence. Non, par contre, il y a intelligence qui est un ego. Intelligence qui est d'ego. L'ego a une fonction. Oui. Et même si l'âme et l'ego ne sait pas ce qu'il fait, je répète qu'il le fait bien, parce qu'il est en manipulé, il n'a pas le choix que de bien le faire. Comment on parvient au savoir instantané? Premièrement, il y a des conditions qui sont intéressantes. Il faut avoir un ego et avoir un âme. Donc, il faut être capable de brailler puis de maudire l'univers de temps en temps. Bon, d'être chialeux. Autrement dit, il faut être un homme ancien, suffisamment avancé pour être bien, bien ancien. Peux-tu faire la différence tout de suite entre l'esprit et l'âme? L'esprit, c'est quelque chose qui ne provient pas du plan planétaire. C'est donc quelque chose qui ne fait pas référence aux mémoires de l'homme sur le plan terrestre. L'âme d'un enfant, l'âme, c'est le récipient dans lequel va s'accumuler la mémoire. Elle sera chimique au niveau de l'hippocampe. Elle sera chimique au niveau du corps calleux du cerveau, du cervelet, du bulbe rachidien. Et lentement, par des mécanismes que c'est un peu long d'expliquer au niveau énergétique, par le phénomène, disons, atomique des neurones dans leur dépolarisation, etc., ça engendre un courant électromagnétique, l'énergie vitale, qui lui va lentement transformer les mémoires de cette âme et on va lentement accumuler de l'expérience dans l'âme. Vers 2-3 ans, l'enfant va cesser de se parler ou de parler de lui à la troisième personne. Il va commencer à s'identifier et il va commencer à prononcer son nom et à dire « je ». Bon.
L'enfant a un ego maintenant qui est suffisamment cristallisé et l'âme va continuer à accumuler de la mémoire et l'âme va donc être un processus qui finalement ne voudra pas mourir et qui aura peur de la mort du corps physique parce que l'âme, donc l'ego, la psychologie, n'est pas convaincue que lorsque le corps physique meurt, qu'elle sait encore qu'elle est là. Quel est le meilleur mécanisme finalement pour arriver à cette anégoïsation? Mis à part du travail. Le meilleur mécanisme pour arriver à son anégoïsation, c'est d'avoir plein d'idées puis de désirs puis de manquer son coup tout le temps. Et puis d'en parler. Ça, c'est le meilleur moyen pour arriver à être anégoïque. Si on a suffisamment d'énergie pour supporter une vie dans de telles conditions, on appelle ça une initiation. Bon. Normalement, l'être humain préfère des petites initiations lentes, ça qu'il va se marier. Il peut avoir des enfants pour pouvoir plutôt prolonger plus vite, oui, pour être initié un peu plus. Certains vont se lancer en affaires et puis ceux-là avancent plus vite. Parce qu'il faut bien faire attention, le degré d'évolution d'un être humain n'est pas ne peut pas faire référence à son porte-monnaie, à son compte en banque, à son portefeuille ou à sa maison ou etc. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, prenons un homme d'affaires qui est extrêmement riche, qui est millionnaire, puis à un moment donné, on le prend, je l'explique souvent, j'ai déjà fait l'expérience avec un extraterrestre, n'est-ce pas? On le déshabille, puis on le met quelque part dans un trou, puis on prend un pauvre, assisté social, on le déshabille, on le met dans le même trou, puis on leur dit, le trou est en plein milieu d'une forêt, puis on leur dit, voilà, maintenant sortez-vous-en vivant. Celui qui s'en sort vivant, c'est le plus évolué. Simple. C'est pas celui qui, dans la société, a réussi à manipuler les structures pour arriver à avancer. Mais normalement, le gars riche s'en sortira mieux que le gars pauvre. Normalement. Pas toujours, normalement. Le degré d'évolution d'un être humain, c'est sa faculté qu'il aura de redevenir instantané pour pouvoir se sortir d'un pétrin. Il y en a qui vont se suicider. Hein? On a eu un crash à un moment donné, puis on sait qu'à New York, il y a un paquet de personnes travaillaient à la bourse qui se jetaient carrément en bas des ponts, alors que tout était à refaire. Quand tout tombe, c'est le temps de bâtir, parce que ça monte, puis ça marche. Sauf que vu que ta mémoire, l'âme, la mémoire de tout ce que tu avais, ben la mémoire, tu ne peux plus la nourrir, il n'y a plus rien. Alors l'âme préfère dire que ça vaut plus la peine de vivre. Mais tu vis pas pour ton âme. Ça vaut la peine de vivre, mais pas pour l'âme. Bon. Alors, l'être humain qui veut continuer, hein, il peut fonctionner. On assiste de temps en temps à ce genre de choses pendant les crises. Non, on assiste, ça fait de fortune comme ça. Bon. Finalement, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut, tout à l'heure, finalement. Je réponds à ta question, il reste plus beaucoup de temps pour la première partie, il reste quelques secondes. Bon. C'est que l'ego, ça peut être, il veut. OK. C'est qu'on peut pas prendre ça comme un travail, puis non plus comme un hobby. Finalement, on prend ça comment? Bon, l'évolution, ce n'est pas un hobby, sauf qu'on peut avoir en hobby l'idée d'évoluer. L'être humain évolue 24 heures sur 24. Sauf que l'être humain évolue 24 heures sur 24, puis il peut s'allouer 2 heures par jour où il est conscient qu'il évolue, ou 2 heures par semaine où il va être conscient qu'il évolue, ou 2 heures par année. Il va dire, moi, là, je me mets 2 heures par semaine pour évoluer. OK, bon, mais ça veut dire quoi, être conscient? Ça veut dire que conscient, ça veut simplement dire qu'il pense que c'est là qu'il évolue. 1 heure par semaine de yoga, c'est là que j'évolue. Non, t'évolues quand tu déboules les escaliers, t'évolues quand t'allumes ton char, t'évolues quand tu rentres à la maison, t'évolues quand tu manques l'autobus, t'évolues 24 heures sur 24. T'évolues quand tu dors. Tout sert. Ah oui, c'est évident que tout sert. Mais des fois, il y a bien des des choses ça sert tellement à l'homme ancien qu'à un moment donné, il trouve qu'il n'y a plus de temps. Faire ce qu'il y a à faire. Ça sert. Oui, puis c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on évalue, on voit pas l'intelligence d'allumer un char. L'idée, simplement, c'est ça. C'est que l'homme nouveau, l'intelligence instantanée apparaît. Tout le monde a ce contact avec le savoir instantané. De toute façon, il y aura les questions lors de la deuxième partie. Alors, ceux qui trouvent qu'on en a peut-être pas parlé assez de certains points, au moins, il y a l'intelligence déplacée sur papier. Si c'est pas une question, mettez au moins le point. Et puis, on pourra par la suite pousser un peu plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'homme, chacun ici a ce contact, ce n'est pas question de race, c'est question de système neuronique, surtout et endocrinien. Ce n'est pas question d'âge. Un homme nouveau peut avoir 75 ans, 82 ans, 300 ans, ça n'a rien à voir. Hein? Un homme ancien peut avoir 2 mois, ça n'a rien à voir non plus. Ce n'est pas question d'habillement, etc. Et l'homme, la femme a ce savoir instantané, sauf que bien souvent, elle ne supporte pas de l'avoir parce qu'elle ne connaît pas son savoir. Alors, l'exemple, c'est que tu as un problème et soudainement, tu vois la solution. On te la dit pas dans ta tête.
Tu la sais. Et là, tu peux te la dire dans ta tête. Et là, tu y penses, tu trouves ça génial. Puis après Le problème, c'est qu'après ça, tu vas voir quelqu'un d'autre qui est mort, qui est dans ses mémoires, puis tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses de la solution? Mais l'autre, il peut te dire que c'est bon, il peut te dire que c'est pas bon. Alors, l'être humain ne peut pas développer ce savoir instantané pour la simple raison qu'il ne veut pas supporter d'avoir une conscience seule. Il préfère demander l'opinion des autres. Dernièrement, bon, hier, j'étais à la radio, il y avait un auditeur qui passait un petit peu avant, c'était une ligne ouverte, mais disons que moi, j'étais pas dans la ligne ouverte, j'arrivais un petit peu après. Et, bon, monsieur un tel, pourriez-vous me dire, comment ça se fait que telle chose arrive, là? Vous savez, là? Parce que là, moi, je suis quand même pas, vous dire, je me prends pour ce que je suis, là. Fait que je peux pas arriver à m'expliquer ça, mais vous, là, expliquez-moi-le. Il se prend pas pour ce qu'il est, il est bien plus bas que ça. Si j'aurais dit qu'est-ce qu'il était quand il a dit ça, il m'aurait pas cru. Alors, il se prend pas pour ce qu'il est. Alors, moi, je me prends pour ce que je suis, là, tabarnouche. Ça, c'est extrêmement dangereux. Normalement, bon, quand on fait comme le séminaire PMC, ce qui arrive souvent, c'est que la personne me pose des questions. Quand elle vient me dire ça, elle sort, bon, quoi, elle a des problèmes. Mais elle me pose des questions, puis l'intelligence d'arriver à juste lui retourner une question, ça finit par, à force de parler, elle finit par se répondre. Puis le problème que j'en découvre souvent, c'est que là, je leur dis, ouais, tu viens de te répondre, là. Oui, je comprends, je me suis répondu, là. Mais, ça repose la même question. Oui, je sais que c'est ça, là. Mais, bon, comment? C'est le problème. La personne, elle sait. Fait que souvent, je leur réponds, non, tu sais, ça c'est. Ça, ce que tu viens de dire, là, écris-les sur un papier, puis après ça, le matin, apprends-le. Tu n'as pas besoin d'apprendre de quelqu'un, tu apprendras au moins toi. L'intelligence instantanée, elle est là. Elle apparaît sous forme que l'être humain peut appeler l'intuition. C'est évident qu'il y a deux formes d'intuition. Il y a l'intuition qui provient de notre phénomène, de notre désir expérientiel, une intuition qui peut nous charrier royalement. Hein? Et on a une intuition intelligente. L'homme prudent attend et observe. Quand l'occasion est passée, il sait qu'il est dit. Hein? Ça arrive souvent. Celui qui fonce, s'il fonce à partir de son phénomène émotif, il va se tromper souvent, mais il va réussir plus souvent que l'autre. L'être humain se doit de supporter ce qu'il pense savoir ou ce qu'il sait, s'il n'a pas eu à penser sur le coup de il va se tromper souvent, mais c'est un chemin très parfait pour arriver à se tromper jamais. Tandis que dans l'autre cas, il se trompera encore souvent, il ne sera jamais fait, puis il fera faire des analyses, des études, puis il demandera aux autres, alors, on fait un petit entraque de 15-20 minutes. Si vous avez des questions, on les pose sur papier. On les amène ici. Écrivez bien, parce que sinon, on pense que Daniel ne sait pas lire. Oui, c'est vrai. Merci, Daniel.